rester dans la même veine, mais en remontant un petit peu dans l'histoire, il sera toujours question des méthodes du travail social et la dernière phrase qu'a prononcée Mireille, oser, résister et de l'audace. Et c'est Henri Pascal qui va nous en parler. Et il va nous parler d'un certain épisode de la guerre d'Algérie. Je vais laisser le décrire. Bon, Henri Pascal Dupont-Ducnès, il est également président du groupe de recherche en histoire du travail social, le GRE-H2S. Il est sociologue de formation, il a été formateur en travail social et il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Histoire du travail social de la fin du XIXe siècle à nos jours, ouvrage que vous pouvez aussi trouver au Centre Nouvelle, qui est en bas. Voilà, je laisse la parole à Henri Pascal. Alors, pour commencer, je vous explique un peu pourquoi je suis là. En travaillant sur l'histoire du travail social en France, la France étant limitée dans mes travaux pour l'essentiel à l'Hexagone, un des thèmes qui revenait souvent, bien entendu, qui est revenu très fort quand on étudie la période 40-44, c'est la question de l'égalité-légitimité. C'est-à-dire, dans cette période-là, des travailleurs sociaux se sont mis hors la loi parce qu'ils pensaient répondre à la nécessité de légitimité de l'aide et de l'aide aux personnes. Et c'est de là que je peux faire une question qui trottait depuis un certain temps. J'ai aussi demandé qu'est-ce qui s'est passé en Algérie pour les travailleurs sociaux à selon l'institution dans la période 50-62. Comme ça, vous savez, les événements, s'il n'y avait pas d'autre chose que les événements en Algérie, c'est en 54 et 62. Alors, pour commencer, il faut bien voir que l'Algérie, c'est 3 départements français normaux, avec des conseils généraux, des conseils municipaux, la législation française, etc., etc. Il y a eu aussi l'Alger, a été la capitale d'une certaine France à un moment donné, puis ça a été le lieu de siège du gouvernement provisoire de la République française en 43-44. Mais, quand on regarde un peu plus près, il y a quand même un certain nombre de différences entre l'Algérie et la métropole. Première chose, du point de vue constitutionnel, c'est quand même une région, 3 départements français qui sont gérés par une assemblée. On ne sait pas ce qu'elle est, nationale non, régionale non plus, mais il y a l'assemblée territoriale d'Alger qui gère les 3 départements. Il y a des départements qui sont un peu plus nombreux. Il y a aussi un gouverneur général, c'est-à-dire quelqu'un nommé par le gouvernement pour gérer les institutions de l'État à l'Algérie. Donc, première différence. Deuxième différence, bien entendu, tous les habitants de l'Algérie sont citoyens français depuis 1947. Sauf que ceux qui votent, pour le vote, il y a 2 collèges. Un collège qui comprend 532 000 électeurs, parmi lesquels il y a 63 000 personnes qui sont dites musulmanes. Et puis, il y a un second collège qui a 1 300 000 électeurs, tous musulmans. Et, bien entendu, le poids des électeurs du premier collège est beaucoup plus important que le poids des électeurs du second collège. Ce qui fait que les assemblées élues sont dominées par les élus du premier collège et pas du tout par les élus, par la population majoritaire. Il y a aussi les droits sociaux. Alors, ils sont bien entendu inscrits dans la Constitution. En fait, c'est des citoyens français, il n'y a pas de problème. Sauf que ces droits sociaux, ils doivent s'exercer dans un contexte social qui est quand même assez particulier. C'est-à-dire que l'accès à l'école
théoriquement ouvert à tous, et de fait très peu fréquenté par une partie importante de la population. La protection sociale, c'est à peu près la même qu'en France, enfin qu'en métropole, pardon, l'Algérie c'est la France, mais cette protection sociale, comme elle est structurée en lien au travail, sécurité sociale, etc., ne peuvent y prétendre que ceux qui sont dans le travail formel. Donc tout ce qui se passe hors du travail formel n'offre aucun droit à la protection sociale. Sans parler du logement, où effectivement les bidonvilles fleurissent et d'une manière importante. Et même la législation sociale s'applique pas toujours à l'Algérie comme dans la métropole. C'est-à-dire l'ordonnance de 1945, il a fallu attendre quelques années pour qu'on étende sa validité à l'Algérie. Le code de la famille et de l'action sociale 53 n'est pas appliqué immédiatement en Algérie pendant un certain temps, et parfois ils n'ont pas eu le temps. Il y a par exemple une sécurité sociale aussi en Algérie. Ce n'est pas la sécurité sociale ici. Donc finalement, et les services sociaux classiques, même ici, ils sont pour la plupart dans les zones urbaines. Donc ça reste à une population de ces zones urbaines et à une population en gros intégrée socialement et économiquement. Donc les travailleurs sociaux finalement font leur travail en mettant en œuvre les orientations de l'institution, la législation, etc. Mais il y a quand même un point noir, c'est-à-dire l'écart entre cette législation sociale progressive, voilà, et la population qui ressort de cette protection sociale et du travail social. C'est-à-dire que finalement, une bonne majorité de la population algérienne n'a pas accès à tout le système de protection sociale et travail social. Donc, quelques questions quand même qui commencent à se poser pour certains. Et donc là, je ne vais pas faire l'histoire, parce que sinon on avance un certain temps, mais j'ai essayé un peu de dégager 4 formes d'engagement qu'on a pu retrouver que j'ai pu retrouver dans le travail que je fais et que je continue à faire. Le premier, c'est surtout fin des années 40, début 50, c'est mettre en place en Algérie une pratique, une action sociale à peu près ordinaire de ce qui se fait en France. C'est-à-dire que deuxième, et là ça commence plutôt dans les années des événements, c'est-à-dire quand la pacification se met en place. C'est-à-dire là, il y a une deuxième forme d'engagement qui est le refus de collaborer avec la police et l'armée. Donc là, on a directement, pour des raisons déontologiques, un refus de participer à la répression. Il y a aussi, ça ressemble un peu au premier, mettre en place tout un système institutionnel spécifique qui s'adresse à la population non touchée par le système existant de protection sociale et d'action sociale. Et enfin, le quatrième type d'engagement, c'est s'engager sous des formes diverses dans ce qui était désigné par ces gens-là comme la lutte de libération nationale, c'est-à-dire s'engager avec ceux qui étaient désignés sous le nom d'ennemis de terrorisme. Donc je reviens sur le premier point, c'est-à-dire une pratique sociale ordinaire, finalement, dans un milieu qui ne l'est pas. C'est par exemple commencer à créer en Algérie un CMPP. C'est créer aussi, et on a une participante à ce premier CMPP d'Alger qui est dans la salle, Paul Bonneau, c'est mettre en place aussi des actions en direction des enfants dits caractériels. Et surtout, ce qui me semble important, c'est que même si encore une bonne partie des jeunes suivis sont, disons, européens, pour envoyer le jargon de l'époque, c'est les éducateurs là, qui débarquent de la métropole
sont quand même impactés par la situation de l'Algérie. Et un des premiers colloques, la journée d'études organisée par la NEJ en 1955, c'est-à-dire après le début de l'insurrection, c'est la pédagogie de l'enfant musulman, et ça sera suivi sur l'éducation féminine en Algérie, comme thème de journée d'études de la NEJ, l'Association des études. Donc c'est une préoccupation forte pour la majorité de la population en ce moment. Idem, 3 assistants sociaux fondent 2 centres sociaux dans 2 bidonvilles du Saguenay, près d'Alger. C'est-à-dire, là encore, c'est l'ordinaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle suivi scolaire pour les gosses, alphabétisation pour les femmes, action sanitaire, prévention, etc. Donc, on crée 2 centres sociaux et c'est là, par contre, l'engagement volontaire de ces 3 AS. C'est-à-dire, personne ne leur a demandé de faire ça. Leur une, c'est l'engagement religieux. Elle va s'installer au milieu des pauvres, comme on disait à l'époque, quand ils sont des prêtres oubliés. Et les 2 autres demandent, sont salariés de la direction de la santé, demandent spécifiquement à intervenir sur ce territoire. Donc elles font toutes les 2 un centre social ordinaire, dans cette forme d'action, etc., mais pas ordinaire par rapport à la population qui la fréquente. Cette population, dans les 2 centres, et s'organise aussi dans, pas la gestion directe des centres sociaux, mais une présence très forte dans le centre social et le quartier. Et ce sont ces collectifs d'habitants qui vont protéger ces actions sociales quand elles auront quelques ennuis. Quelques ennuis qui peuvent devenir au départ, puisqu'elles sont du côté du FLN et qui viendront après du côté de l'armée française. Deuxième type d'engagement, c'est le refus au nom de la déontologie. Donc là, le 25 mai 1950, avant la date, en début 1956, l'Assemblée nationale française vote les pouvoirs spéciaux au gouvernement pour pacifier l'Algérie. Pouvoirs spéciaux qui, concrètement, sur le territoire algérien, donnent la quasi-totalité des pouvoirs de justice et des pouvoirs civils, disons, à l'armée. Donc, on est après ça. Donc, en 1956, les AS de la santé sont informées qu'elles seront bientôt réquisitionnées. Et 2 jours après, on les informe qu'elles vont. On vient les chercher, disons, pour les mener sur les lieux où elles sont attendues, et c'est là qu'elles apprennent ce qu'on attend d'elles, c'est-à-dire fouiller les femmes, alors que les policiers et les militaires fouillent les hommes. On entrait aussi dans les appartements, doucement à la porte. Donc les assistances sociales sont organisées en 10 équipes de 8, chacune dans le quartier, donc sont éloignées les unes des autres, les 80 sont éloignées les unes des autres. Oui. Donc, les 80 séances sociales, sur ces 80, une petite minorité refuse de participer à ce type d'action en disant que c'est contraire à l'anthropologie. Elles restent dans les camions pour la plupart, il y en a une ou deux qui sont envoyés dans le commissariat. Bon, on le sait mieux. Bon, donc, d'accord. Donc, dans les jours qui viennent, donc, l'ANAS, l'Association nationale des AS en position, condamne la réquisition des AS, mais il ne faut pas oublier quand même que parmi les 80 qui ont participé à cette action, il y en a 36 qui écrivent une lettre collective au directeur département de la santé
en disant qu'elles estiment que la mission qui leur a été confiée n'est pas incompatible à leur profession et notamment dans la situation exceptionnelle de l'Algérie. Et les lettres d'AS au directeur vont se multiplier dans les quelques mois qui suivent dans ce sens-là. Troisième chose, c'est on met en place avec force un système institutionnel un peu spécifique qui est tout à fait dans le cadre normal, mais finalement un peu en marge. C'est-à-dire, c'est les centres socio-éducatifs mis en place par Germain Tillon en 1955. Ce que ce système a se développé dans les années qui suivent, il y aura dès 1959 à 65 centres sociaux. Ce système est lié à l'éducation nationale et ça y est, le choix a été fait parce que l'éducation nationale est la seule structure en Algérie, la direction de l'éducation nationale, qui ne dépend pas du gouverneur général. C'est-à-dire que l'éducation nationale dépend directement de Paris. Donc ça leur permettait d'avoir de la marge. Ces centres sociaux développent essentiellement une politique d'alphabétisation massive. L'éducation de base, ça se fait. Et surtout, le personnel de ces centres sociaux évite toute relation avec l'armée, et entre autres dans les zones dites à risque, ils y vont sans aucune protection militaire. À la même époque, il y avait des réunions régulières entre la direction de la santé et l'action psychologique de l'armée pour coordonner les actions sociales en Algérie. Bien sûr, les centres sociaux, ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, vague d'arrestation 57-59, et ça se termine en 1961 par l'assassinat de 6 dirigeants, 6 cadres, dont chef de service, qui ont été assassinés par un commando de la S. Et enfin, pour terminer, dernier type d'engagement, c'est un engagement politique. C'est-à-dire, dans la situation de l'Algérie, un certain nombre de travailleurs sociaux et surtout de militants ou communistes ou chrétiens se sont engagés dans la lutte de libération nationale. C'est par exemple le cas d'une assistance sociale de l'électricité et gaz d'Algérie. Elle était à Constantine dans l'entreprise, et elle interdit de séjour à Constantine, on l'envoie au Oran, ou finalement, on ne le fait pas trop, on l'envoie à Alger, et à Alger, il est accusé, on se croit que c'est un tort à ce moment, et il est accusé d'avoir fourni à Fernand Yvetot, qui est ouvrier à l'électricité et gaz d'Algérie, de lui avoir donné la bombe qu'il avait posée. Fernand Yvetot était guillotiné. Et cette assistance sociale s'est cachée dans un couvent, comme il se voit à l'époque, elle avait pas mal, et finalement a rejoint le maquis en Kabylie, où elle est devenue, elle a exercé surtout le rôle d'infirmière, et elle a été tuée dans la frontière. Alors, je crois que ce qui me semble, dans cette typologie-là, qu'on peut retrouver, alors bien sûr adapté à la réalité d'aujourd'hui, des types d'engagement qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire, finalement, vous avez aussi bien l'engagement dans la création, réponse à des besoins nouveaux, et des fois il faut transpirer pour arriver à ça. Vous avez le renforcement d'actions, là encore, sur les personnes non prises en cause, en charge, mal prises en cause. Vous avez aussi des engagements syndicaux et politiques. Dernière anecdote pour signaler ça. Le secrétaire fédéral d'une grosse fédération, de la Fédération des Bouches-du-Rhône, du Parti communiste français, et l'assistance sociale assez jeune, vient de sortir qui est sorti il y a quelques années de la formation et qui est devenu donc avec ses engagements politiques et syndicaux qu'on peut retrouver, et qui à des moments-là, à un certain moment, on peut penser
que pour faire avancer dans le travail social, ces engagements politiques syndicaux peuvent être aussi un levier unique. Dans ce que vient de dire Henri Pascal, il a évoqué ces assistantes sociales qui avaient refusé d'obtempérer à la réquisition du préfet. Et il a cité notamment parmi ces assistantes sociales Paul Godot. En janvier dernier, le CNES a recueilli son témoignage audiovisuel sur ces événements. Il n'est pas question de vous passer l'ensemble des témoignages, il fait 55 minutes et je crains une forte évasion. Mais, si vous voulez, nous avons sélectionné 3 minutes de cette interview. C'est un peu pour illustrer ce que le CNES souhaite faire en matière de transmission, justement, de conserver les traces de cette histoire et les transmettre. Donc là, à ce moment-là, vous ne saviez toujours pas de quoi il s'agissait. Mais une petite interrogation. Une interrogation, on pensait qu'on allait s'occuper d'enfants. D'accord. On ne sait pas. Ok. Non. 86 ans, on est parti de là. On nous a divisé en groupes. Il y a eu 10 formations d'assistants sociaux, 8 dans chaque, qui sont partis dans des camions blindés avec la ville à l'état de siège parce que c'était vraiment. Là, on était pendant ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. C'était pas la bataille d'Alger encore. Mais, et donc, les autres, on est partis dans des directions différentes, mais sur Alger même. Et moi, je suis arrivé au commissariat central d'Alger, rue Vendôme, avec 8 collègues, un commissariat vétuste et peu accueillant. Et là, il y avait déjà des militaires, il y avait d'autres personnes. On nous a dit maintenant, vous allez partir chacune avec un groupe de policiers civils, il y avait des Sénégalais aussi, il y avait 4 ou 5 personnes, un policier de l'Ancile. Et puis maintenant, on vous demande de partir avec eux pour aller fouiller les femmes dans la Casbah. Moi, j'étais dans la Casbah. Alors là, moment de panique intérieure, on était 8. Sans moment. Donc là, on vous demandait de partir chacune séparément, avec 8 équipes de militaires. Oui, pas tout à fait. On était 8 au commissariat, 8 dans le petit garder, partir avec des formations militaires ou non, pour aller fouiller les femmes. À ce moment-là, vous tombez là où il y a 3 secondes. Alors, on était, donc, à même moment, il y en a 4 d'entre nous que l'on ne fait pas, on ne doit pas faire. Sur les 8 de votre groupe, il y en a 4 qui vont et à ce moment-là, on ne réfléchit pas, on pense que ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire, comme déontologiquement, on n'est pas capable de faire. Mais les autres fonctionnaires, c'était une mission. Après, j'ai dit, je risque d'être révoqué de la fonction publique, c'était un risque. Donc, on nous a dit, mesdames, si vous ne voulez pas le faire, on ne peut pas nous obliger, vous allez rester là, dans le commissariat central, où on a passé la nuit, et notre présence a fait que ça s'est bien passé parce que les policiers qui nous gardaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, nous offraient une tasse de café parce que la nuit a été longue. Et voilà, donc on est resté 4 sur des chaises à attendre. Ça veut dire que les 4 autres, elles sont parties. Elles sont parties dans les missions avec et moi, dans mon groupe, on est resté dans le commissariat central, mais dans d'autres groupes d'assistance sociale, il y en a une qui a été mise, elle était assistante sociale de la fonction publique, elle a été mise en cellule. Voilà.
Désolé de ne pas aller plus loin, nous n'avons pas trop de temps. Je signale simplement que Paul Gonod est avec nous. Hein. Et donc, je vais demander au président du CNAES de dire quelques mots, peut-être. Madame Gonod, est-ce que vous voulez faire oui, là, parce que si je dis quelque chose là, comme ça, vous dans la salle, ça va pas bien. Oui, parlez par là. Quand on nous a posé la question de savoir pourquoi on était assistant social, on nous a défini la fonction de l'assistant social, et moi j'ai répliqué, mais si je comprends bien, la fonction de... Nous devons détruire nous-mêmes cette fonction, puisqu'on est appelé à améliorer l'État. Enfin, donc il ne devrait plus y avoir au bout de 3 mois, il n'y a pas 3 mois, disons, d'assistant social. Et je vois que il y en a toujours et qui se posent toujours la même question. Voilà. Voilà, mais je vous remercie, j'ai raffiné l'audience. Merci Philippe. Oui, Madame Gonod, j'avais une mission, c'était de parler de Jacques. Qui nous a quittés l'année dernière. Et en même temps, c'était dire un petit peu aussi, à travers ce que je vais essayer de dire, comment travaille le CNAES. Il y a sur le site du CNAES une rubrique qui s'appelle Trombinoscope. Bon, c'est pas un mot, il faut qu'on le change un peu. Et donc, en fait, c'est un peu la biographie d'un certain nombre de figures, de personnes dont on a parlé aujourd'hui. Et il y a aussi celle de Jacques. Je pense que vous l'avez lu. Peut-être pas. En tout cas, juste pour dire quelques-uns des éléments importants qui sont donc à la lecture de tous. Jacques est né en 1926 à Tours. Il a été aussi engagé dans le scoutisme, comme on a vu ce matin d'autres personnages comme Jacques Mazet et d'autres. Il a fait sa formation à l'Institut de psychopédagogie médico-sociale de Montpellier, dirigé par le professeur Lafont. Et pendant cette formation, il a fait une année de stage en Algérie, dans une équipe rassemblée par Bernard Duret. Et il a, entre autres, ouvert un des premiers centres pour troubles graves de la personnalité, le centre Alfred Binet à Douala. Et il en est devenu d'ailleurs sous-directeur, puis directeur. Et il est venu, je vais vite, ensuite à Paris en 1957. Et là, il est devenu délégué permanent de l'ANJ. Et entre autres, dans ce cadre-là, il a été responsable, je le cite précisément, de l'outre-mer, et il a contribué à la naissance de l'Union générale des éducateurs africains et malgaches de jeunes inadaptés. Et donc voilà, il a fait ce travail au plan de l'ANJ, au plan national. En 1961, il est devenu responsable du centre d'observation régional de Marseille, puis formateur, l'âge de la transmission. Et en s'occupant plus particulièrement de la filière des moniteurs éducateurs. Mais quand il a été à la retraite, il a continué ses multiples engagements et je vais juste citer l'un de ceux-là.
la préparation d'un ouvrage collectif sur la danse thérapeutique. Accord perdu, dossier d'Aquitaine, édition Bordeaux. Il a fait cet ouvrage avec le père Bernard Doré, qui a été un pionnier de l'éducation spécialisée, puisqu'il a fait la première école de Toulouse, d'éducateurs de Toulouse, sous le gîte de Plaquevent, de l'abbé de Plaquevent, et de Bernard Doré, psychanalyste bien connu dans le Midi. Et donc, je ne sais plus ce que vous voulez dire. Excusez-moi. Voilà, mais si on peut applaudir,